Didier, beaucoup plus Bonsoir, élevé, à mon bienvenue avis. dans cette nouvelle émission, le kiosque. J'espère que J'ai vous pas êtes encore trop. là avec nous, parce que Michel a tellement de choses à vous dire qu'il a commencé l'émission avant l'heure, mais bon. Bonsoir Michel Boinchy, rédacteur en chef du journal Justice. Bonsoir à toutes et à tous. En pleine forme, beaucoup de choses à nous dire. Oui, alors, il y a quand même une chose importante, c'est que le 8 mai 2018, c'est-à-dire avant le prochain numéro de Justice, notre journal aura atteint le respectable anniversaire de 98 ans. Donc, voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'annonce à la une de ce numéro. Et on va y revenir, mais enfin, il y a un article du directeur de publication, Fernand Papaya, qui rappelle rapidement les conditions dans lesquelles le journal est né, ses principales étapes, etc. Très bien. Bon, et comme c'est aujourd'hui la journée de la liberté de la presse, en plus, me semble-t-il. Enfin, c'était hier, enfin. Ouais. C'était hier. Ok, merci beaucoup. Ouais. Bonsoir Idi, Bonsoir. patron de presse en Martinique, qui vient de nous sortir un business news. Je suppose qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les dents qui grincent. J'ai vu que tu as commencé à nouveau par les hommes, mais bon, j'accepte ce choix. Je un l'assume. problème de gaucher. En fait. Je suis désolé. Oui, bon, vous l'avez un petit peu annoncé. Effectivement, les gens commencent déjà à nous appeler. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas du tout contents, qui contestent nos chiffres. Bon, Michel va me défendre parce que ce sont des chiffres qui viennent de la réalité, des sources gouvernementales. On calcule les ratios. Alors Michel, là, par contre, va me dire que je suis peut-être un peu gentil. Mais on a essayé de mettre des ratios qui permettent justement d'identifier les villes qui sont mal, des villes qui sont moins mal. Mais très clairement, dans ce business news, vous avez la liste de toutes les villes des Antilles-Guyane avec leur situation réelle. Et il ne faut pas que les maires nous racontent des cracks. Là, c'est la situation réelle. Et ce qu'on en tire comme conclusion, c'est qu'il y aura bientôt une catastrophe majeure. Parce qu'on avait fait un document comme ça en 2005 à l'époque, et on avait tiré la sonnette d'alarme, et je m'étais fait rentrer dedans par un ami qui est Serge Larcher, qui était président de l'association des maires, et qui avait dit c'est pas vrai, la situation est sous contrôle et on va remettre les finances locales en ordre. Ah ben, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on est on est à 13 ans plus tard, on est arrivé à un stade où on peut considérer que si rien n'est fait, s'il n'y a pas une décision forte de l'État français sur les DOM, là, enfin les Martinique, Guadeloupe, Guyane, on va à une catastrophe monumentale. Et si un maire voudrait nous prouver le contraire, eh bien, il sera le bienvenu. Oui, qui viennent nous dire que ça va bien. Voilà. Et puis alors, des chiffres là, puis pas ni venir pas les balles, quoi. Alors là, on est plutôt fiers d'avoir trouvé ce document-là, mais bon, il était accessible. C'est un document de la Chambre régionale des comptes qui indique le montant de la dette des villes et des EPCI, c'est-à-dire communautés d'agglomération, communautés de communes, envers les entreprises, envers la sécurité sociale et envers le fisc. Alors, je vais vous donner le chiffre tout à l'heure. Je vais vous donner le chiffre tout à l'heure parce que ça, c'est un scandale monumental. Et donc, les types, ils sont arrivés à un stade où ils ne paient ni les entreprises, ni la sécurité sociale, ni l'État. Bien. Et attends, ils nous demandent... Je voulais juste dire bonsoir, Nathalie. Attends, non, je finis juste sur ça, parce que après j'ai oublié. Pourquoi on revient là-dessus? On va revenir. Ils nous demandent, quand ils passent des marchés, notre situation de régularité vis-à-vis de la Sécu et le fisc. Alors que yo doit s'émissier des dizaines de millions d'euros. Bien. Bonsoir Nathalie Josse. Bonsoir à tous. Journaliste à Martinique La Première. Apparemment, ce business news, il y a de quoi parler. Hein? Ah oui, assurément, mais c'est très intéressant parce que moi, je ne l'ai pas encore lu, bien évidemment, mais d'après ce que je vois, c'est que pas une seule ville, pas une seule commune n'est épargnée. C'est un truc de dingue, quoi. C'est complètement... Moi, ce que j'aimerais souligner, c'est quand même la modestie totale de Nathalie Josse. Modestie totale, parce qu'elle est directement concernée. Dans le baromètre politique, on en parlera. On en parlera. Alors, je voudrais aussi dire que dans ce business news, vous devrez aussi l'acquérir dans les autres départements parce que je vois Cayenne, Rémy, Montjoly, je vois Saint-Laurent-du-Maroni, je vois Pointe-à-Pitre, Le Moule, Le Gosier, Lens-Bertrand. Donc, c'est toutes les communes
Enfin, pas toutes peut-être. En Oui, tout cas, toutes, Martinique, toutes. Guadeloupe, Guyane, Toutes. tout le monde est De intégré. A à Z. Non. Bien. Alors, l'inspecteur des finances, il va remettre sa casquette pour nous expliquer des trucs. Alors, non, je dois d'abord féliciter Eddy d'avoir fait ce travail. Merci beaucoup. C'est un travail, plutôt que de faire... Moi, je le dis constamment, plutôt que de faire des cancans politiciens, il faut mettre en discussion des sujets qui permettent de réfléchir sur la situation de nos territoires et sur l'avenir. Alors, c'est un constat utile. La seule chose que je dirais, parce que j'ai parcouru le document depuis hier, et j'atteste d'ailleurs que les sources sont sérieuses, c'est-à-dire, ce sont celles que je consulte habituellement, c'est-à-dire le site des collectivités locales du ministère de l'économie et des finances. Et peut-être que ce serait bien quand tu donnes le site à l'antenne, de façon à ce que chacun puisse aller puisse consulter. vérifier lui-même. OK ? En gros, les chiffres datent, les plus récents, ce sont les chiffres qui sont basés sur les comptes administratifs. Parce que seuls les comptes administratifs permettent d'avoir une appréciation, c'est-à-dire les budgets réalisés, et non pas les budgets primitifs, où quelquefois on a tendance à annoncer des choses qu'on ne fera, dont on sait qu'on ne fera jamais. Oui. Ils ont 1 an de retard. On est chaque fois à 1 an. C'est-à-dire que là, on a les chiffres 2016 et les chiffres 2017 vont être publiés. Alors, sur le fond, une observation, c'est la même que j'ai faite il y a quelques mois. J'ai fait une tribune dans France Antilles lors de la parution du rapport de la Cour des comptes d'octobre 2017. La Cour des comptes faisait un constat similaire en classant les communes en communes saines, communes en situation dégradée, communes en situation critique, etc., etc. Et alors, on voyait bien que la Martinique n'était pas dans la situation critique, mais elle était dans la situation dégradée. Mais que si on groupait dégradé et critique, Martinique, Guadeloupe et Guyane étaient dans le même lot, sauf la Réunion qui tirait un peu son épingle du jeu. Bon. C'est bon de comparer et c'est bon de comparer des pays comparables. Les comparaisons avec les villes et les strates comparables par catégorie de population sont toujours sujettes à caution pour une raison que l'économiste Eddy Mérange j'atteste. C'est que nous comparons des choses qui ne sont pas toujours comparables. C'est-à-dire, vous avez un pays qui a 2000 ans d'histoire, 2000 ans de patrimoine, 2000 ans de services publics, notamment transport, à des pays qui ont plus de 400 ans, plus de 300 ans d'esclavage et qui ont accédé à la modernité, disons, dans les années 60. Ouais, il y a 50 ans. Il y a 50 ans. Donc, ces comparaisons sont utiles pour savoir où on se situe, mais les économistes et les sociologues sérieux, je parle au niveau de la science, pas de la science politique. La science politique, c'est autre chose. Ne doit pas faire cet amalgame. Or, c'est ce qu'a fait la Cour des comptes. La Cour des comptes, et je mesure mes propos, elle reproche à ces collectivités un certain nombre de ratios en ignorant totalement l'environnement économique et social et la trajectoire historique. Et en se contentant de faire une analyse purement comptable. Alors, ce n'est pas pour défendre la mauvaise gestion, mais je dirais la chose suivante. Si toutes les collectivités des pays d'outre-mer sont dans cette situation, ce n'est pas parce que tous les maires, tous les responsables, tous les exécutifs sont mauvais. C'est que ça révèle une situation, elle a un nom, c'est le mal développement. Ouais. Et je vais terminer en disant, comment vous pouvez avoir des ressources importantes en matière fiscale, plus importante,
si vous avez un PIB qui est égal aux 2 tiers, un PIB par habitant qui est égal à 1 tiers ou à 2 tiers, et si vous avez une concentration du revenu sur un petit nombre de contribuables, et que vous avez un taux de pauvreté qui oscille entre 20 et 35%. Donc, à partir du moment où vous n'avez pas de ressources, à partir du moment où vous n'avez pas de ressources, nécessairement vos collectivités, elles sont le reflet du niveau de pauvreté des habitants, sans compter qu'en plus, elles ont, parce qu'il y a un retard de développement, elles ont un rôle social, un besoin d'équipement, un besoin de rattrapage. En plus, vous êtes dans un pays où on incite la population à regarder ce qui se passe dans un pays développé. Autrement dit, le maire est confronté à des demandes en matière de terrain de football, en matière de piscine. On lui dit, mais comment? À Sevran, à Gennevilliers, il y a telle chose. Pourquoi en Martinique, il n'y a pas ça? Donc, il faut vraiment être héroïque pour dire aux gens, mais non, mais nous ramenons nos exigences au niveau de nos moyens. Et il arrive que certains maires se laissent aller, ce qu'on appelle au syndrome de Yamoussoukro. Le syndrome de Yamoussoukro, c'est de construire une cathédrale de Saint-Pierre en pleine brousse. Alors, il dit. Bon, il a raison en grande partie. Par contre, le discours qui consiste à dire encore aujourd'hui que c'est normal, qu'un certain nombre d'actes de gestion sont normaux, ça, il faut qu'on arrête ça. Effectivement, le passé, on doit l'assumer. Les types, ils ont rempli, c'est la tarte à la crème, mais il faut le redire. Nous, on le dit. La Cour des comptes le dit. Ils ont rempli un rôle de soupape sociale, ils ont embauché des gens, etc. Mais la Cour des comptes dit, les mecs, c'était valable dans les années 60, 70, allez, 80. Mais en 2018, si tu dois avoir X agents du service public pour 1000 habitants, tu ne mets pas X plus 20%. Parce que les 20% de types que tu mets, tu sais très bien que tu ne pourras pas les mettre dehors. Tu sais très bien qu'une fois que tu les auras titularisés, tu vas devoir augmenter leur salaire de 40%. Et qu'avant que les types partent à la retraite, il va se passer 40 ans. Et ça, c'est un problème. Mais ça, c'est pas un problème comptable, c'est un problème politique. Il faut arrêter ça. Parce que, pourquoi il faut arrêter ça? Les types le savent. La problématique de la soupape, qui existe encore, puisqu'on a des niveaux de chômage élevés. Il suffit d'être un peu patient. Alors, ils vont te dire, ouais, mais bon, les élections vont arriver. Oui, élections vont arriver, d'accord. Mais de toute façon, tu ne pourras pas satisfaire, donc on va te virer. Même si tu embauches 20 ou 30, en face de toi, tu as des milliers de personnes qui ne sont pas satisfaites parce que le service public n'est pas assuré. Donc, d'un côté, tu dis, ben, écoute, je préfère augmenter les charges d'effectifs, en fait, les charges de personnel, donc d'avoir des électeurs, mais de l'autre côté, comme tu es incapable d'assurer le service public, ben, tu as des gens qui sont insatisfaits, donc ils vont te virer. Par exemple, c'est ce qu'on vient de vivre avec les transports. Avec les transports. Voilà. Bon. On a fait une usine à gaz, une nouvelle usine à gaz, après celle du CTCSP, je m'excuse, en mettant une société d'économie mixte, des co-traitants, des sous-traitants. Et tu as expliqué pourquoi. Et avec des statuts différents pour les chauffeurs. Alors, laissons Nathalie donner son opinion un petit peu, puis on va revenir sur les villes, là, ce que tu disais tout à l'heure là sur les villes. Oui, non, moi je crois qu'on a tout dit déjà, parce que c'est vrai que les maires ont beau jeu aujourd'hui de mettre en avant les handicaps structurels, et qui sont nombreux. C'est vrai que nous avons des handicaps structurels dans ces pays, et on ne peut pas faire l'économie de ça. Parce qu'en matière de chômage, la façon dont nous sommes développés, la façon dont les villes se sont développées, et ça remonte à bien longtemps. La façon dont les communes même se sont créées, la création des communes a fait dans leur ADN même, il y avait ces espèces de dysfonctionnements qui étaient déjà en marche. Donc, c'est difficile aujourd'hui pour un élu, pour les édilités, de pouvoir assurer une bonne gestion. On l'a dit, dans les années 60, il a fallu embaucher, il n'avait pas le choix. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui,
à l'aune de ces chiffres et à l'aune de cet entêtement qui est mortifère. Parce que demain, il faudra assurer et l'État aujourd'hui se désengage. Donc forcément, Eddie a raison, il y aura un problème. Et ce que les maires ont fait pendant bien longtemps, c'est de se dire, bon, nous qui trouver Il y a quelqu'un qui va payer. Ouais, il y a quelqu'un qui va payer, nous qui trouver une solution, l'État peut quitter nous, voilà. Et même, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui, je ne sais pas si je me trompe, mais il n'y a pas beaucoup de communes sous tutelle déjà. En Martinique, non. Ouais, donc, voilà. En Martinique, non, Guadeloupe. Alors que toutes, normalement, En Guyane, devraient être sous tutelle. En Guyane, il y a une commune, on regarde les chiffres. Il y a une commune qui est sous tutelle depuis 20 ans. Voilà. Donc, Laquelle? voilà. Ouais. Et donc, ça ne dérange personne. Donc, parce qu'ils savent que c'est business as usual. Donc, là, je ne suis pas sûre que ces chiffres-là vont les alerter plus que ça encore aujourd'hui. Parce qu'ils sont dans un fonctionnement où, voilà, il faut faire avec. Et puis, alors, il ne s'agit pas de faire de l'élu bashing ici. Bien entendu, il y a des élus qui travaillent, il y a des élus qui ont un cœur de faire avancer. Il faut le dire et il faut le répéter. Oui. Mais pour autant, il faut bien constater aussi que l'électoralisme, c'est quelque chose de très malsain et de fondamentalement paralysant pour la gestion. C'est pas seulement les élus, c'est l'esprit public. Voilà. C'est l'esprit public. C'est plus que ça, tu as raison. Les élus sont le reflet aussi des citoyens, de ce que les citoyens exigent. Ça, c'est très vrai. Bon, très vrai. Donc, c'est pour ça que, effectivement, comme tu dis, il ne faut pas faire d'élu bashing. Non. Parce que l'élu qui est trop rigoureux, bon, j'ai un souvenir cuisant. Nous avons un camarade à l'époque qui s'appelait Georges Mauvois, qui avait fait sa campagne sur des malversations à Shellshare contre le maire de l'époque, dont je tirais le nom pour ne pas réveiller des souvenirs cuisants. Eh bien, le plus mauvais score. Et il avait pris la précaution de faire une union large. Communiste, PPM, socialiste, enfin toute la gauche de l'époque, pour s'assurer. Et le plus mauvais score fait par la gauche à Shellshare, c'était cette année-là où il avait basé sa campagne en démontrant des malversations considérables. Par conséquent, c'est le reflet de ce que les gens... Si qu'apprend, c'est que c'est normal, puisque si Kaba, c'est comme Ali ou bien Ishli, c'est normal. Mais s'il ne peut pas faire ça, il ne peut pas faire rien, pas moins alors. Oui, bon, c'est cet esprit-là. Oui. C'est un vrai problème de citoyenneté. C'est cette éducation. Et alors, tu permets que j'ajoute je dis un mot. Il me semble que malgré tout, la fin de la récréation a été sifflée le 31 décembre 2017 par la loi Macron de programmation budgétaire 2018-2022. Bien. Qui dit la chose suivante. Il faut expliquer. Qui dit la chose suivante, que il y a une possibilité d'augmenter les dépenses de fonctionnement qui est réduite à 1,2%. C'est ça. Donc ça, par contre, maintenant c'est impossible. Ce sera impossible d'augmenter de manière délibérée les charges de fonctionnement, notamment l'embauche de personnel. Mais je pense qu'il faut quand même taper sur la tête de ceux qui trichent, parce que ceux qui trichent sont nombreux. Je vais vous citer un exemple qui n'a rien à voir avec la Martinique. Les Guyanais vont être fâchés. Mais il faut citer un exemple martiniquais. Je vais citer derrière l'exemple martiniquais. Ah bon, quand même. Écoutez ça, c'est quand même dingue, quoi. Le taux de bâti édifié sans autorisation d'urbanisme, sans permis de construire, s'élève à 80% dans l'ouest guyanais et la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. Tiens. On connaît cette commune. Le maire a été condamné à plusieurs reprises. Depuis 2013, écoutez ça. Mais en même temps, c'est l'État français qui écrit ça, à travers la Cour des comptes. Depuis 2013, aucun permis de construire délivré par cette commune n'a été communiqué aux services compétents de la Direction régionale des finances publiques. Tu te rends compte? C'est-à-dire que tu as l'État qui, théoriquement, doit contrôler. Tu as une commune qui dit, messieurs, je n'ai pas de permis de construire. Je ne vous dis pas combien de permis de construire j'ai délivré. Il y a des maisons qui sont créées.
80% des maisons, 80%. Alors, le top du top. Alors, je reviens à l'exemple de la Martinique. Est-ce que ces gens-là paient la taxe d'habitation? Mais, comment il y a Comment il y a la taxe d'habitation et la taxe sur le foncier bâti? Non plus, etc. La Martinique, ça c'est formidable quand même. En Martinique, plus de 60 000 constructions sur sol d'autrui. C'est-à-dire que beaucoup a construit caille en l'air un terrain qui pataille. Ok? Évidemment, soit sur sol d'autrui, c'est-à-dire en moule, un propriétaire, soit sur le domaine public. Ont été recensés en 2015, donc on n'est pas en 1960, soit 25% des baraques martiniquaises. Ok? Et écoutez ça là, 4 communes, et on va les citer, je vais me faire lyncher, mais il faut les citer. 4 communes ont plus de 50% de leur construction établie sous sol d'autrui ou sur le domaine public. Les Anses d'Arlay, le Gros Morne, ça va te faire hurler, le Prêcheur et Sainte-Marie. Donc en clair, il y a une espèce de démission globale. Alors, quand tu laisses construire... Ce qui s'est fait depuis 2015 ou non, c'est une situation qui... 2015. C'est une situation qui date depuis longtemps. Ouais. Mais en Martinique, on construit 2000 maisons par an sans permis de construire. 2000. 2000 baraques. Ça se voit, 2000 baraques quand même. Tu es d'accord avec moi? OK, sur 160 000 maisons. OK? Ça veut dire que... Pourquoi je cite ça? Parce que ça a des conséquences énormes. Quand 25% des maisons qui se construisent dans ce pays se construisent sans permis de construire, mais qui ont quand même l'eau et l'électricité, hein? Tu es d'accord? Eh bien, parce que les intéressés font pression, bien sûr, sur le maire pour pouvoir faire les VRD. Et Bougapani est permis. Hein. Mais ce qui est exceptionnel, ce qui est fantastique, c'est que ces maisons ne donnent lieu à aucun enregistrement, donc à aucun impôt. Voilà. Donc les finances publiques des villes sont à l'abandon. Alors un certain nombre de villes ont dit bon, on va élargir l'assiette, c'est-à-dire on va par exemple Fort-de-France, on va aller chercher les gens qui ne payaient pas d'impôts. Et depuis peu, on est arrivé enfin, malgré la réticence de certaines communes, à le faire à l'échelle de la CACEM. Et les résultats de la première année sont formidables. Mais oui, on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros qui pourraient être récupérés. Tu vois, sur un territoire qui est quand même restreint, tu imagines ce que ce serait pour la Martinique. Alors, ce que je voulais dire avant de l'oublier, c'est vous donner les chiffres de ce que les communes et les communautés d'agglomération doivent aux entreprises. En Martinique... Alors, quelle page? Page 26. Ah bon, d'accord. Alors, parce que ça j'avoue que c'est un élément que je cherchais depuis longtemps. Ah ben tu l'as. Ah ben tu vois, je te l'offre. Je te l'offre. C'est considérable. En Martinique, les communes doivent aux entreprises, donc c'est au 31 décembre 2015, depuis ça s'est fortement dégradé, 70 millions d'euros. À la sécurité sociale, 40 millions d'euros. Et au fisc, 1 million d'euros. Au total, il y en a pour 110 millions d'euros. Les communautés d'agglomération doivent à ces trois jeunes entreprises, fisc, sociales et fiscales, beaucoup moins d'argent, mais au total, si on fait communes et EPCI, 124 millions d'euros. Est-ce qu'on prend la mesure... Pour la Martinique. Que la Martinique. Bon, pour les autres, c'est considérable. Il y en a pour 334 millions d'euros au total. Est-ce qu'on prend la mesure de ce que ça peut créer comme dynamisme économique si les communes disent, bon, écoutez les mecs, on paye. Alors, nous, on est une petite équipe, on essaie de réfléchir dans notre boîte en disant, mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? L'une des solutions qu'on avait proposées à l'époque, et Michel... Je tape du poing sur la table pour qu'il la repropose à la CTM, propose-la, fait quelque chose, dit à Alfred Marie-Jeanne de proposer ça, c'est ce qu'on appelle une chambre de compensation. L'entreprise doit des trucs à l'État, la TVA, l'impôt sur les sociétés, des taxes multiples et diverses, etc. L'entreprise doit, ok ? On doit à l'entreprise, des collectivités, pas les privés, hein, des collectivités. Ah ben, ça a déjà été proposé. Ça, oui, mais pas suffisamment. Vous n'avez pas. Voilà, l'idée c'est quoi? La commune de X me doit 10 000 euros, je dois 3 000 euros à l'État. On fait une compensation, mais c'est pas pour compenser. C'est qu'une fois qu'on a fait la compensation,
on me donne des papiers, des attestations, et comme ça, comme j'ai l'attestation, eh ben, je peux répondre à des marchés et je peux relancer mon entreprise. Oui. Il y a des entreprises en Martinique à qui des communautés de communes ou des villes doivent des millions d'euros. L'hôpital, par exemple, l'hôpital le CHUM doit des centaines, plus d'une centaine de millions à des... Ben, Les petits artisans, par exemple. Comme ils doivent de l'argent, comme vous avez vu, un phénomène extraordinaire, un truc impensable dans la République française. Le directeur général de l'hôpital de la Martinique, le CHUM, a dit la chose suivante en télévision. J'ai averti l'État et la sécurité sociale que je ne paierai pas mes charges patronales. Le mec, il dit ça en télé, quoi. Est-ce que tu imagines un chef d'entreprise dire, bon, et les frères, comme je dois payer mes fournisseurs, je prends l'argent que je donne à l'État et qui est obligatoire, c'est du pénal. Hein. Je le prends et puis je paie mes fournisseurs avec. Et puis Bougadi, si mon paye paye charges sociales au moins pendant 6 mois. Non, mais à quelle situation on est arrivé, quoi? Oui, mais faut quand même pas. Il faut mettre ça dans le contexte. Oui. Le contexte, c'est que ce directeur, malheureusement, il prend la C'est chute un des 3 administrateurs. Oui, on en a parlé. C'est un administrateur. Et qui, non, mais le fait... entre autres, se battent depuis 20 ans pour faire reconnaître ce qu'on appelle le coefficient géographique, Oui. c'est-à-dire que le coût de fonctionnement, grosso modo, d'un hôpital équivalent en France, ici est supérieur de 30 à 35%, et que jusqu'ici, c'est pris en compte alors aux alentours de 26%. Bon, autrement dit, ce sont des millions. C'est-à-dire on sait, dès le départ, que ce sont des hôpitaux qui vont fonctionner en déficit. Ouais. Non, mais l'histoire de la chambre de compensation, c'est une très bonne idée. Pourquoi ça ne peut pas s'appliquer, ça? Mais il suffit de faire un peu de lobbying, de taper du poing sur la table. Il ne suffit pas. Et puis, écoute, il suffit de dire... J'ai souvenir qu'à l'occasion de la visite de Hérault, Premier ministre de Hollande, cette proposition avait été faite par le patronat. Oui, mais la problématique, c'est que cette proposition n'a jamais été reprise par les politiques. Moi, je pense qu'un président de collectivité territoriale dit ça. Derrière, tu as 3 ou 6 députés qui le disent. Tu as la presse qui le redit. Au bout d'un moment, ça, techniquement, c'est extrêmement facile à mettre en place. Ça ne coûte rien. Et ça a été mis en place en Guyane. On va dire quand même 4 députés, pour ne pas qu'on ne taxe pas de quoi que ce soit. 4 députés. 4 parlementaires. Non, on a dit 3 députés. Donc, il y en a 4. Il y en a 4, pardon. Donc, disons 4 députés. Oui, jusqu'à maintenant, il y en avait 3. Mais il y a 6 parlementaires. Oui, non, mais comme on a dit 3 députés. Le problème, c'est que c'est très difficile de mettre tout le monde sur le même Oui, mais si on veut travailler pour la Martinique... Moi, je n'ai jamais vu une cause, vous avez m'arrêté si je me trompe, où tous les parlementaires sont montés comme un seul homme derrière. Et là, c'est justement l'union qui fait la force, ça, on ne peut pas mieux le dire. Et les divisions politiques, aujourd'hui, font que vous n'allez jamais retrouver tous les parlementaires, les 6 parlementaires et les autres, dans une seule voix, aller défendre un projet futile le plus juste économiquement. Je pense qu'il faut moduler jamais quand vu même. ça. Il faut moduler. Je n'ai jamais vu. C'est une condition nécessaire, tu as raison. Il serait bon que pour un certain nombre de sujets, tous nos parlementaires, mais ce n'est pas une condition suffisante, parce qu'il y a quand même, depuis quelques années, il y a des délégations parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat d'ailleurs, qui se réunissent sur un certain nombre de sujets, qui arrivent à faire des propositions, notamment sur la question des collectivités locales quand même. Il y a déjà eu un certain nombre de réflexions. Je pense, puisque tu parles dans la Guyane, le sénateur Patient, il est quand même reconnu comme un des plus compétents en la matière. Il a fait un rapport. Il a fait des rapports moins, disons, néolibéraux et comptables que la Cour des comptes, qui n'a qu'une vision, à mon avis, un peu étroite. Elle lui manque la vision économique, sociale et historique. Ce qu'avait, précisément, tout en étant rigoureux,
patient, pendant longtemps qu'on a fait des propositions et qui sont restées lettres. Mais si ça a été appliqué à la Guyane, pourquoi Guyane pas et la à Réunion. nous? Mais La Guyane et la Réunion. Mais nous, à la Guyane, ça a été en Franchement. partie appliqué, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu 500 frères dans la rue. Donc, eh bien, mettons C'est 500 ça. frères dans la rue. C'est ça. Moi, ce qu'on disait la Tu dernière suggères pas quoi, seulement là? les députés. Tu suggères Ben quoi? oui. Voilà où je veux en venir. C'est un Alors- problème politique. C'est un problème politique. Alors, tu es en train de dire que les Corses ont eu des choses par rapport aux bombes, les Guyanais ont eu par rapport aux Mais 500 frères. je ne Donc, veux nous, pas faudrait- parler des Corses. Faudrait nous faire qui ça alors? Pour qu'on ne puisse pas me Le taxer. GPI. Mais parce ne que- serait-ce qu'au et- niveau du d'incitation à la lobbying, violence. Mais oui. le lobbying ici est quasiment inexistant et de la part des chefs c'est pas vrai, d'entreprise. Ça dépend, non, il y a Oui, quand même... alors ça dépend non. sur quoi, bien évidemment. Si vous me parlez de la dire banane, ça. de l'automobile, Non, bien non, c'est pas évidemment. vrai, ça Mais il y a dépend. des secteurs où les forces des lobbies n'existent pas Ah en ben la non, matière. ben non, Et ben non, ben non. Alors là, la preuve, non. alors ils n'obtiennent pas grand-chose. Hein, Ils entre n'obtiennent nous, pas hein. grand-chose, tout simplement parce que le rapport des forces jusqu'ici est que les gouvernants français ne réagissent concernant l'outre-mer que lorsqu'il y rapport a de force. des mouvements sociaux d'ampleur. Par exemple, 2009. Ouais. Oui. C'est ça le problème. 2009, on a obtenu beaucoup de choses. Hein. On va pas faire la liste. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas obtenues, mais il y a eu des avancées dans ces secteurs. c'est ça. On serait surpris. Donc le lobbying ne suffit pas. Un exemple tout simple. On a obtenu des choses, par exemple, sur la retraite agricole. Pour les agriculteurs, c'est important. Pour monsieur tout le monde, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est important. Mais il n'y a pas que cet exemple-là. Mais en fait, nous souffrons ici d'une espèce de syndrome de supériorité. Je parle de la Martinique. Hein. C'est-à-dire que nous ne voulons pas tirer exemple de ce que les autres obtiennent, mais de manière totalement stupide. J'ai plein d'exemples en tête. L'une des choses qui devrait exister, donc, met ça en place à la CTM, c'est un observatoire de l'évolution économique et l'évolution sociale dans les territoires qui nous ressemblent. Tout simplement. En disant, bon, qu'est-ce que les Guyanais ont obtenu que nous pouvons avoir? Qu'est-ce que les Guadeloupéens, etc., la Réunion, etc. Or, nous, pas l'étendre, pas les dire ça. C'est nous qui plie fort, c'est nous qui plie douvent, c'est nous qui plie riches, etc. Effectivement, quand on prend ça me rappelle le débat qu'on a eu la semaine dernière, et ça a fait couler beaucoup d'encre. Quand on reprend les fondamentaux, effectivement, des indicateurs économiques, nous devons, c'est clair. Mais la réalité, c'est pas ça. Les chiffres, ce n'est pas ça. Donc, si nous voulons, comment dirais-je, avancer et progresser, nous devons absolument regarder ce que font les autres. Sur l'exemple des sargasses, par exemple, les Guadeloupéens se sont dit, bon, les sargasses, c'est embêtant quand il y a des criques qui empêchent les courants qui s'inversent de repartir avec les sargasses. Quand vous avez des plages droites, regardez ce qui s'est passé au Diamant. Une plage droite ouverte, sans crique, la mer a déposé 12 tonnes ou 50 tonnes, et puis le lendemain, les types arrivent, il n'y a plus rien. Par contre, la mer a poussé plus loin du côté de l'autre côté, du côté de la Dizac. Mais quand ça rentre au Robert ou au François, à Saint-François, en Guadeloupe, le type a dit, le maire a dit, bon, Bernier, il a dit, bon, voilà ce qu'on va faire, on va mettre des protections à l'entrée des criques. Là où il y a toujours ce fameux courant qui s'inverse, ça va déposer devant les protections, et le lendemain ou le surlendemain, la marée va partir avec et va couler les sargasses. Ben, il suffit de faire ça ici. Mais ça a été fait. Ça a été fait au Macouba, je crois, voilà, je ne sais pas, mais ça n'a pas bien fonctionné. Mais ils ne l'ont pas fait dans les criques, c'est-à-dire qu'il faut faire ça au François, il faut faire ça un peu dans les criques du Robert, forcément, dans les criques du Vauclin. Je pense que ce sont des choses qui se feront au fur et à mesure. Bien sûr. Mais, oui, ce sont des expérimentations, mais tout ne fonctionne pas au même niveau. Nous devons observer ce que font les autres. Cette valeur d'exemple est pour nous fondamentale. Je pense que c'est une recommandation qui est générale, d'une manière générale. Mais je reviens sur le fonds de compensation, et ça d'en parler à la CTM, parce que non, mais je vis ça. Je pense que toi aussi. Mais bien sûr, moi je le vis. Mais bien sûr, je le vis. On te doit, tu dois très peu, mais on ne te donne pas les attestations pour qu'on puisse te payer. Oui, mais les entreprises aussi doivent monter au créneau. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un pays où singulièrement... C'est les politiques. Là. Singulièrement... Alors bon, il y a un MEDEF ici, donc bon, je ne sais pas pourquoi eux, très particulièrement... Ils l'ont revendiqué. Ce qu'il nous faut... Ils pourraient le faire, mais... Ce qu'il nous faut, c'est l'homme politique. L'homme et la femme politique qui disent
Mais là encore, je ne vais pas vous rappeler la méfiance Mais s'il est tout seul. crépusculaire S'il est tout des hommes seul. politiques vis-à-vis du business, en France, de manière générale. Si vous cadrez défendre la position homme politique, c'est que ou acheter par... Ouais, non. Non, tu vois, je pense que tu es excessif. Non, mais c'est Je vrai. pense que tu es excessif parce qu'il y a de nombreux exemples où des idées sortant des milieux, qu'on appelle les milieux économiques. Bon. Mais la défiance à l'égard des milieux économiques, Elle existe. elle existe et elle est justifiée. Ah ben, donc voilà. Donc elle n'a non, mais- aucune source Et je dis pourquoi. Et je dis pourquoi. Aussi bien en France qu'aux États-Unis qu'en Martinique, certains milieux économiques font preuve de ce qu'on appelle le court-termisme. Ouais. C'est-à-dire qu'ils raisonnent en termes de profit immédiat. Autrement dit, tout ce qui, dans la vie sociale, n'est pas l'occasion d'un profit rapide, le plus important possible, ne les intéresse pas. Je prends un exemple. Et on l'a dit la semaine dernière. Le transport. Il ne faut pas qu'à investir dans le transport. C'est Nathalie qui l'a dit la dernière fois. Ouais. OK? Pourquoi? Parce que ça ne rapporte pas tout de suite. Donc, et d'une manière générale, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? C'est le sujet de mon édito de cette semaine. Et je continue le débat avec M. Ayotte. Ils ne veulent pas investir s'il n'y a pas de subvention de la puissance publique. Nous sommes en régime capitaliste. Le profit, la justification du profit, on nous explique ça depuis Schmitt. Hein. Les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain, et les investissements de demain seront les emplois d'après-demain. C'est bien ça la leçon de tous les perroquets qui sont sur les médias dominants. Bon. Mais le problème, c'est que les profits d'aujourd'hui ne sont pas des investissements. Et comme il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Pourquoi? Parce que dans ce département d'outre-mer, dans les départements d'outre-mer, mais dans ce département d'outre-mer-là, il y a une culture d'entreprise qui veut qu'on n'investit pas s'il n'y a pas au moins 50% de subventions publiques. Alors moi je dis, et comme par ailleurs, tu viens de démontrer que les collectivités ne peuvent plus, sont exsangues, eh bien, il faut que le capital privé prenne le relais. Oui, et puis moi je pense qu'il y a juste... Petite précision, tu disais qu'il faut donner aux gens des Non mais ressources. j'assume ce que je dis là. La compensation, la chambre de compensation, ils sont dans les accords de Guyane du 21 avril 2017. Tout à fait. Et je t'ai bien dit, les 500 frères. Et la Réunion aussi. Les 500 La frères. Réunion, ça a déjà été fait, mais longtemps. bon, les Réunionnais sont encore plus smart que nous. Bon. Non, mais je crois Faudra que le faire. l'économie... Mais je n'ai pas la solution. L'économie, c'est très important parce que, bon, évidemment, il faut que les milieux économiques existent et il faut que les milieux économiques cohabitent et avec les milieux politiques. La problématique, c'est que l'économie, l'humain aujourd'hui est au service de l'économie. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire, bien évidemment. Il faut mettre l'économie au service de l'humain. Eh oui. Et à ce moment-là, ça va fonctionner. Et à ce moment-là, vous aurez l'adhésion des uns et des autres, des citoyens et des élus qui peuvent mettre en place une politique programmatique pour faire de sorte que l'économie serve au bien-être social de chacun. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. C'est que les hommes, aujourd'hui, sont au service de l'économie, au service du profit. Et ça ne peut pas fonctionner. Ça donne des conflits de société. Si les politiques ne s'engagent pas, tu parlais de la semaine dernière, je reviens sur les problèmes avec le transport. Fort-de-France est resté 3 semaines ou un mois sans transport. Il a fallu que les politiques débloquent la situation. Mais ils étaient responsables. Hein. Non, mais peu importe. Ce que je veux te dire, c'est que tous les magasins de Fort-de-France étaient en perte. Tout à fait. Et il a fallu, c'était le devoir aussi des politiques de remettre les choses en place. Ils sont actionnaires. Donc, tous, non, mais attends, c'était pas Michel. des médiateurs comme ils ont dit. Mais tout ça pour te dire que lorsque Didi et aussi Nathalie, qu'il faut que les politiques se mettent en branle pour qu'on puisse obtenir des choses, c'est vrai. Non, mais c'est je pas vrai. dit le contraire. Ouais. Non, ça me donne l'occasion d'affiner ma pensée. Alors, si les auditeurs ont pu comprendre que je dis qu'il ne faut pas, et d'abord, ce que vient de dire Nathalie, elle a complété ma pensée. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas que les politiques consultent les milieux économiques. Ce que j'entends, moi,
parce que je les ai pratiqués dans l'administration où j'étais, les finances. Quand ils disent concertation, ils veulent en général nous dicter leurs solutions. Alors, un politique qui est avisé, il écoute les milieux économiques, mais il agit en fonction de l'intérêt général. OK? Oui. Bon, Oui. alors, quand il y a des solutions pragmatiques, et je pense que nous avons un certain nombre d'hommes politiques, aussi bien dans la majorité actuelle au Conseil À la CTM. que dans l'opposition, il y a des hommes politiques qui ont su prendre des idées portées par les milieux économiques pour les défendre. Donc il n'y a pas de refus de principe, c'est pas vrai ça. Mais il y a une petite différence quand même. Oui, enfin bon, tu as été suffisamment clair en disant que la défiance était légitime et justifiée. Mais ça prouve qu'il y a un malaise. Mais je voulais juste illustrer à la fois par le fait que ça existe, et les accords de Guyane le prévoient, que la Réunion, mais ça existe dans la loi et le fisc français se l'impose à lui-même. Tout à fait. À défaut des dispositions spécifiques, les comptables publics mettaient en œuvre la compensation légale prévue par les articles 1289 du Code civil lorsqu'un même redevable était à la fois débiteur d'un impôt ou taxe et détenteur d'une créance sur le trésor. Donc ça existe déjà. Simplement, ce qu'il faut, c'est décloisonner et dire qu'il y ait une chambre qui mette en place face à face les détenteurs de créances et les débiteurs. Oui, que ça ne soit pas fait au coup par coup. Au coup par coup, Voilà. et administration par administration. Et ça représente, voilà, je vous le dis, on a vu le chiffre tout à l'heure, pour la Martinique, ça représente 110 millions. Je ne suis pas sûre que ça permettrait un recouvrement optimal. Non, pas le recouvrement, ça débloque des Pour les situations. Des attestations qu'on me demande après. Voilà, les entreprises qui règlent comme ça leur dette fiscale et sociale peuvent bénéficier des fameuses attestations qu'on parce nous qu'elles n'ont pas réclame. la trésorerie. Non, Elles mais n'ont pas la trésorerie. Ce que dit Eddy est intéressant, c'est que ça pourrait, tu l'as dit toi-même, que ça pourrait donner un bol d'air aux entreprises, n'est-ce pas? Mais tu as bien dit au début que la situation qu'on a décrite, d'une manière générale, des collectivités, aussi bien en Martinique qu'en Guadeloupe et en Guyane, est telle que ça nécessite une intervention majeure de l'État. C'est ça le fond du problème. Le fond du problème, et je crois qu'il faut quand même aller un petit peu plus loin, c'est que, non content d'avoir serré la vis au niveau des recettes, parce que faut quand même, je prends la défense des collectivités. Dans une situation grave, on a appliqué de manière mécanique aux pays d'outre-mer qui sont en retard de développement, sous Hollande, un premier pacte financier 2014, 2015, 2016, 2017, et qui a enlevé un certain nombre de dotations, notamment la dotation globale de fonctionnement, donc diminuer les recettes. Et l'effet, j'ai un rapport de l'IEDOM, pas de l'IEDOM, de l'AFD, l'effet immédiat, c'est ce que tu décris, ça a été soit la baisse des investissements, soit l'augmentation des emprunts pour faire face aux investissements indispensables, et surtout l'augmentation des impôts. C'est ça. Or, Macron est en train de mettre une couche supplémentaire. Il veut à la fois faire baisser les dépenses de fonctionnement. Ça dépend quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire et diminuer le recours à l'emprunt. Ça veut dire diminuer le service public, parce que c'est pas seulement les communes délivrent un service public. Oui. Bon. Et ça veut dire aussi, si on diminue, si on oblige de revenir à une capacité d'emprunt optimale de 12 années, ça veut dire ne pas recourir brutalement en 4 ans. Nous avons discuté au conseil municipal de Fort-de-France de ce contrat passé, et je donne là le scoop. Le contrat passé
par la ville de Fort-de-France avec le préfet va faire diminuer, diviser par 4, la capacité de désendettement entre 2018 et 2022. Ça veut dire que cette collectivité ne pourra pratiquement plus emprunter. On devra, pour emprunter, diminuer drastiquement dans ses services publics. C'est la capitale de la Martinique. Alors, je suis opposant, mais moi, j'ai pris à titre personnel. Tu es élu municipal de Fort-de-France de l'opposition. Parce que quand tu dis je suis opposant, ça peut avoir... De l'opposition. Je suis dans l'opposition. D'accord. Bon. Eh bien, nous sommes abstenus, notre groupe s'est abstenu, parce que nous pensons que ce contrat est un contrat léonin. Et je m'appuie, en plus, pour une fois, je vais inviter les Français, l'Association des départements de France, l'Association des régions de France, l'Association des maires de France, le 10 avril dernier, a expliqué pourquoi cette contractualisation était la suppression de la liberté des communes et que ce contrat était un piège et qu'il fallait éviter de les signer. Alors je voulais justement attirer l'attention sur ça. Ce dont tu parles pour la Martinique, ce n'est pas seulement pour la Martinique. Ce sont des lois françaises, donc pour tous les départements français, toutes les communes, toutes les collectivités françaises. Mais ça s'applique dans des conditions économiques et sociales dégradées. Différentes. Le taux de chômage en Martinique est de 18%. Le taux de chômage à la Guadeloupe est de 22%. Le taux de chômage à la Réunion est de 23%. C'est-à-dire le double, le triple. Et en France? Il est de 9%. On ne raisonne pas. Et c'est ce que la Cour des comptes oublie. On ne raisonne pas dans un territoire où un taux de chômage aussi élevé. Et le taux de pauvreté en Martinique, il est de 20%, alors qu'il est de 14% en France. Il est de 35% à la Réunion. Il est de 21% en Guadeloupe. Donc c'est ça. Le raisonnement comptable se heurte aux réalités humaines dont parlait tout à l'heure Nathalie. Et c'est ça que moi je pense que voici le front commun que devraient faire les élus. Il ne faut pas appliquer cette loi abominable, cette loi Macron qui est une loi abominable, une loi criminelle au département d'Outre-mer. Et c'est la quadrature du cercle pour les élus, parce qu'en fait, moins ils ont de recettes, moins elles arrivent à subvenir aux besoins des administrés. Et avec toutes ces lois, on l'a déjà dit ici, mais je crois qu'il faut vraiment le répéter, c'est que c'est les plus défavorisés qui vont prendre du fer. Parce que les services publics, encore une fois, le transport, c'est les plus défavorisés qui prennent le transport, qui vont les CCS, les crèches, etc., les services publics. Voilà. Donc ce sont ces gens-là qui véritablement vont souffrir de ça. C'est comme les plans FMI qui font dans les pays où véritablement la population va souffrir. On l'avait déjà dit au niveau des associations, ça se sent très bien depuis quelques mois. Nous avons des RHI à Fort-de-France. Des plans de hiérarchie, des résorptions de la salaire qui datent de 25 ans. Parce que pourquoi Et le mal logement, le mal transport continue de se développer. Là, je voyais, alors je ne sais pas si... j'ai pas encore lu le dossier, mais il dit que si les impôts expliqués, la dette des collectivités continue d'augmenter. Ouais. Elle continue d'augmenter. À cause de la baisse des dotations de l'État. Alors, comment oui, mais attention. C'est pas aussi automatique que ça. Mais tu as raison. Alors, on rogne sur ce qui peut ne pas être essentiel, comme la culture, les trucs comme ça. Mais évidemment. Mais alors, ça fait qu'on est dans cette société-là où les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Et la culture, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la colonne vertébrale de ce que l'on peut mettre en place. De la citoyenneté. Alors, juste avant de donner la parole à Eddy, j'ai vu un reportage sur la Nouvelle-Calédonie. Je crois que c'est hier avant que j'ai vu ça. Et un couple qui gagne 2400 € ne peuvent pas avoir un appartement F3. Ils vivent dans un squat. Et il paraît que les loyers sont extrêmement élevés là-bas et qu'il y a des squats là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un reportage de... Des fautes enfin oui, la France 2 peut-être. Tu l'as vu ce reportage? Non, je n'ai pas vu. Mais... Non, je crois que c'est dans le JT, sûrement dans le JT de TF, j'ai dû voir ça, comme ça, puisque Macron devait passer là, donc ils ont fait un reportage.
Et quand j'ai entendu ça, je me dis à la Nouvelle-Calédonie, et les gens vivent dans des squats, et ils touchent 2400 €. Oui. Ils ne peuvent pas se payer un Ouais, logement décent. il y a des problèmes majeurs. Revenons à ce de que tu logement. voulais dire, non? Non, je voulais dire que c'est pas aussi automatique quand on dit il faut la dette, l'augmentation de la dette répond à une espèce de contrainte liée à la baisse des recettes. Bon, il y a quand même une information, mais Michel le sait, mais il va pas le dire, donc je vais le dire. Il y a quand même une information, c'est que le gouvernement français a arrêté définitivement la baisse des dotations pour les DOM. C'est fini. OK ? Les villes, le préfet l'a annoncé il y a quelques semaines, les collectivités hexagonales vont continuer à voir, sauf si elles passent un contrat avec le gouvernement, vont voir leur dotation baisser, tandis que dans les DOM, c'est gelé, c'est fini. Il n'y a plus de baisse de dotation. Donc c'est un combat, c'est un combat des politiques locaux qu'ils ont gagné. Ils ont dit stop, on arrête. Ça va pas remonter. Hein. L'effet est le même. Non, mais attends. Non, c'est l'automaticité. Donc ça, on peut plus tenir ce discours. Il faut qu'on arrête. Allons être honnêtes, on peut plus tenir ce discours-là. Ça va baisser, c'est fini. Bon. Et on va voir si le gouvernement respecte au moins l'annonce politique est claire. Mais là où il y a un vrai souci, c'est ça qu'il faut qu'on dise, parce qu'il faut qu'on arrête de parler la langue de bois. Il y a des types, très clairement, qui s'en foutent. Possible. Des élus, mais la liste est là, vous allez la lire, qui s'en foutent de savoir s'il y a une contrainte ou pas. La Chambre régionale leur dit, les mecs, vous ne pouvez pas voter de budget en déficit. Il y a 17 communes qui votent des budgets en déficit. Ils s'en foutent complètement. Parce que tu sais ce qu'ils veulent ? Oui. Ils veulent que l'État prenne le contrôle de la ville. Il y a une ville. J'en connais une en particulier. Mais bien sûr, les types, dès que tu votes un truc en déficit, là, c'est fini. Le préfet, etc. Il faut arrêter ça. Il faut se responsabiliser. Quel est l'intérêt que l'État prenne les commandes ? Mais oui, parce que quand l'État prend les commandes, tu dis, monsieur, je suis désolé, c'est pas moi. Regardez ce qui s'est passé au Diamant. Ah, mais c'était à monter capable. Regardez ce qui s'est passé au Diamant. Ouais. L'État prend et puis il dit, monsieur, vous avez oublié. Il diminue sur les dépenses. Vous diminuez les dépenses, vous augmentez les impôts. Vous avez oublié. Il dit, c'est pas moi. Je vais vous citer l'exemple. Moi, c'est un ami. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie. Donc ça n'a rien à voir avec de la politique. C'est le maire du Prêcheur. Il va hurler quand je vais dire ça. Mais je vais vous citer. C'est pas de sa faute. Le Prêcheur, à l'époque, les types s'en foutaient. Il y avait 1% d'impôt. 1% d'impôt. Il vient que l'autre, c'était pire avant. 1% d'impôt sur... le taux, c'était 1 sur la taxe d'habitation. Ben, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire ? L'État lui a dit, mais monsieur, vous pouvez pas continuer comme ça, 1%. Combien, vous gagnez quoi ? 3 000 € avec vos impôts ? On est passé de 1 au Prêcheur en 2006 à 18,04. Le taux d'augmentation, vous voulez que je vous le donne ? 1102,67%. 1102,67. OK ? Donc... Le pourcentage n'a pas de... Alors, à 18%, il est dans la moyenne des taux. Oui, non, mais attention. Il est dans la moyenne Imagine des taux. le type. Non, mais Michel, oui. La réalité, c'est quoi ? Oui. C'est un type, il a une maison dans une commune de Martinique et il paie 1%. Et puis, l'année d'après, on lui dit on est obligé de mettre les choses comme elles doivent l'être. La strate, ce qu'on appelle la strate, c'est la moyenne des autres villes, et tu passes de 1 à 18%. Ça ne s'est pas fait en un an, mais imagine le pauvre contribuable. Et dans cette étude, on montre en réalité qu'il a annoncé les chiffres. Combien de personnes paient les impôts en Martinique ? En moyenne, 25% des gens, des foyers imposables, seulement 25% payent. Et 80 paient moins de 1 000 €. Non. Alors, au-delà des fondamentaux liés au passé, au-delà de la baisse conjoncturelle ou structurelle des recettes liées à l'État, nous devons rentrer dans une autre attitude, une autre posture, qui est la suivante. L'argent public doit être géré de manière extrêmement rigoureuse, parce que l'argent public permet de garantir à ceux qui vivent sur le territoire un service
public. Et le service public est réducteur des inégalités sociales. Le service public crée de la richesse. Donc, tu ne peux pas d'un côté dire... Et moi, Ce n'est pas ce que pense Macron. Non. Bon, on va en débattre. Oui. Lorsqu'il y a unicité du service public dégradé, c'est ça. Par exemple, aujourd'hui, nous devrions dire, et Michel va peut-être pas être d'accord, mais nous devrions dire que il y a unicité du service public dégradé en Martinique dans le domaine de l'eau. C'est un service délégué, mais on est bien d'accord qu'une fois que le type a le marché, il le garde très longtemps. Et puis il y a une corruption énorme en matière d'eau en Martinique, en Guadeloupe. En Guadeloupe, c'est pire que tout. Pas qu'en matière d'eau. Hein. Tous les procès. Bon, la corruption existe dans le service public, ok. Mais lorsqu'il n'y a pas de concurrence, lorsqu'il n'y a strictement aucune concurrence, 60% de fuite dans les canalisations, absence d'investissement. C'était un raccourci, là. Non, mais attends, regarde, absence d'investissement. Mais si c'était mise en concurrence, on pourrait dire, écoutez les mecs, c'est pas très compliqué, hein, y compris avec le service public, hein, y compris la régie. Ok, qu'est-ce que les mecs font? Théoriquement, il y a une mise en concurrence. Oui, au départ. Mais une fois que tu as le marché, c'est pour 15, 20, 30 ans. Enfin, des bails exceptionnels, quoi. Les mecs, c'est une rente de situation. C'est là où il y a une perversion du système, c'est-à-dire où les multinationales françaises, pour les nommer. Oui, il y en a deux. Bon, les multinationales françaises font pression sur les élus à la fois pour allonger la durée de ces contrats, ce qui diminue la concurrence. Mais oui. Parce que tu disparais. Pendant les 20 ans où tu gères le truc, le concurrent il disparaît. Bon. Et puis, surtout, ils s'arrangent pour qu'on ne leur impose pas l'entretien des installations. Et quand tu te rebelles, comme Odyssey, qui est en contentieux d'ailleurs avec la SME, on lui facture un prix de l'eau exorbitant, qui fait que s'il le répercute, ce sont des documents non, mais tout publics, ça, hein, tout ça, je ne révèle pas de... Il faut quand même rappeler... Il faut quand même rappeler que la SME, c'est l'addition de 2 multinationales françaises. Hein. Ouais. Donc il faut... Alors, est-ce que je peux lire c'est les mêmes qui sont en Afrique et qui sont en train de mettre en coupe réglée tous les États africains. Bon, il y a eu un reportage de Cash Investigation qui a révélé un scandale monumental en Ile-de-France. Je vais lire un truc qui vient et tu verras que les Guyanais... Donc félicitations aux Guyanais. Les Guyanais, ils ont chopé un type qui venait de l'État français. Ils lui ont dit, venez, bien avant les troubles. Hein. Et le type, il écrit à la ministre, à Paul Angevin, il lui écrit « Certaines collectivités dont la situation est exsangue pratiquent des délais de paiement largement supérieurs à la moyenne nationale et malgré les obligations réglementaires qui leur sont opposables de droit sans versement d'intérêts moratoires. » Ok ? Ces retards de paiement valent à certaines entreprises de ne plus pouvoir honorer leurs dettes fiscales et sociales et de ne pas être en mesure de candidater ultérieurement à la commande publique. Voilà, c'est résumé là. Voilà. Donc, mais il n'y a pas que. Et lui, il dit, écoutez, c'est pas compliqué, comme beaucoup de ces entreprises ont des dettes au fisc, ils viennent le dire, au fisc et à la sécu, mais beaucoup de créances vis-à-vis de ça, on met les deux ensemble et comme ça, elles vont pouvoir avoir leur certificat. Et en Martinique, tu crois qu'il y a un mec en Martinique, parmi tous nos députés, nos sénateurs, qui a dit, merde, il y a un truc que je ne comprends pas. Les Guyanais ont chopé le type, ils ont appliqué ça en Guyane, et messieurs, on est sur le territoire national, ça doit s'appliquer. Jamais. Tu as eu aucun député qui a dit, messieurs, on est égalité, fraternité, c'est ça? Liberté, égalité, fraternité. Il y a beaucoup de mesures. Donc comme toi, tu es responsable, tu vas dire, je te donne la sauce, je vais te l'envoyer. Écoute bien, compte rendu de la mission 16 mai 2014. C'est bien en 2017 qu'ils ont explosé tout le monde. 3 ans avant. Compte rendu de la mission du médiateur national des marchés publics en Guyane. Donc nous Mais les notes d'autres soucis à gérer. Alors, non mais c'est vrai, c'est...
Quand j'entends tout ça là, c'est ahurissant. Non, mais c'est pour ça que je reviens à ce que nous avons dit au début. On peut ne pas être d'accord sur certaines conclusions, mais le fait de mettre ces questions sur la table dans le débat public, c'est un acte important. C'est important que la presse fasse ce type de travail pour éviter que les débats s'égarent sur des choses inutiles. Alors, Moi, je voudrais juste reprendre ce que Michel a dit au début, c'est que tous les maires ne sont pas dans une optique de mauvaise gestion, de se mettre sous tutelle. Non. Il y en a qui ont quand même une volonté de bien faire. Tout à fait. La question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle est leur marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans des conditions, encore une fois, Ben voilà. ce qu'on appelle, qui n'est pas un terme très heureux, mais je ne vois pas d'autres, des handicaps structurels, et ils sont là. C'est ça qui cache un peu la qui s'absille chaud, n'ont pas de marge de manœuvre aujourd'hui. Comment faire pour se sortir de ce désendettement? C'est marqué dedans. Bien sûr, on peut prendre des mesures à minima, à la marge, avec la compensation, etc. Mais ça ne fait pas le compte. Ça fait pas le compte. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le système des PPP, partenariat public-privé ou des choses comme ça? La Cour des comptes elle-même, pour une fois, dans un éclair de lucidité, elle a condamné le PPP. Alors, il y a des solutions. Mais tu vois, c'est le ça. TCSP est bien une preuve magistrale. Moi, je voudrais rendre hommage ici à quelqu'un qui est quelqu'un de suffisamment intelligent par rapport à cette question, qui est une question complexe, qui est Edmond Placide, qui est le président que vous connaissez peut-être de la SAFI, de la SAFI, qui a, et nous avons relayé ça pendant plusieurs mois, qui a proposé un certain nombre de solutions. L'une des solutions, et tu as raison, mais ce n'est pas tout à fait le partenariat public-privé, l'une des solutions, c'est la défiscalisation des investissements publics. En clair, c'est quoi l'idée? Une commune, jusqu'à maintenant, une commune a le choix entre demander des subventions plus un emprunt à une banque pour faire son école maternelle. Ou, donc là, compliqué, elles peuvent pas emprunter et puis il n'y a personne qui a de l'argent pour les subventions. Bon, y compris les subventions européennes. Ou passer par le partenariat public-privé, c'est-à-dire un privé finance l'opération et fait payer un loyer pendant 20 ans, mais souvent, ce genre de montage est préjudiciable à la santé financière de l'organisme public. Et ce qu'Edmond Placide disait, mais écoutez, allons défiscaliser l'investissement. Ça veut dire que tous les gens qui ont de fric, et il y en a quand même un paquet sur ce territoire, ici en Martinique, mais aussi à l'Hexagone, on monte une SCI ou une SNC, une société civile immobilière ou une société en nom collectif qui récupère cet argent, fait un emprunt s'il faut le faire en plus, mais récupère cet argent, fait l'école, et l'école n'est plus gérée, comme c'est le cas, ou l'école ou l'établissement n'est plus géré par la mairie. Non, n'est plus géré par le privé qui l'a construit. Parce que le PPP, c'est tu gères pendant 20 ans. Oui. Et c'est au moment, c'est le service qui coûte cher. Mais là, c'est simplement la construction. C'est juste la construction. La mairie récupère son bien et paye un loyer. Donc le coût du service est beaucoup moins important. C'est juste le remboursement. Et le type qui a mis du fric qui a défiscalisé, il reçoit un petit loyer, etc. Et tu vois, cette idée, nous l'avons soumise aux députés. Alors, la défiscalisation, qui supporte le coût? C'est l'État, forcément. Non, mais l'État est prêt. Mais c'est ça. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Aucun, à quelques exceptions près, aucun homme politique local, en dehors de quelques-uns, n'ont dit, écoutez, voilà une idée qui est portée par un Martiniquais, que nous allons soumettre, parce que la défiscalisation, c'est pas fini. La défiscalisation, le concept de défiscalisation existe encore, a été renforcé notamment pour les bailleurs sociaux. Et l'État... Avec quelques dérives. Oui, mais l'État dit la chose suivante. Je suis prêt à accepter la notion de défiscalisation à partir du moment où ça concerne les services publics. Le privé, je n'en veux plus. Chiche.
Construire des écoles maternelles avec l'argent de l'évasion fiscale, oui. Parce que sinon, c'est évasion fiscale. Hein. Évasion fiscale, c'est près de 70 à 80 milliards d'euros par an en France. De toute façon, l'argent est réparti. Donc, on nous mettait là, puisque le type dit, par principe, je ne veux pas que l'État touche mon argent. Mais là, l'État ne va pas toucher ton argent. Tu vas construire des écoles. Alors, nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit réservé aux DOM. Parce que tu imagines que si c'est élargi au territoire national, nous paierions rouler l'argent. Voilà une idée, par exemple, qui est pas. Alors, nous te la donnons gratuitement, Michel. Propose-la à la société. Il me semble que dans les 270 propositions sous réserve de vérification qui sont sorties des assises récentes de l'outre-mer, mais ça existe. En Martinique, il me semble que ça existe, ça a été repris. Bon, ce sera l'occasion de voir. Parce que moi, je lis avec beaucoup d'attention. Je parlais des milieux économiques, je lis avec beaucoup d'attention, notamment une revue qui est intéressante, qui est importante, je ne sais pas si tu la reçois, c'est la revue de la FEDOM, oui, la Fédération des entreprises d'outre-mer, qui est un lobby. Alors, c'est là qu'on voit, contrairement à ce que tu crois, qu'il y a des lobbies. Ça fonctionne. Et ça fonctionne. Oui. Ils sont informés. J'imagine. Ils agissent dans tous les domaines. Ils actionnent les députés, ils actionnent les parlementaires. Et ils trouvent les parlementaires pour prendre le relais de leurs idées. Bon. Eh bien, je parlais de la FEDOM parce que la FEDOM nous explique en long, en large et en travers que la ministre actuelle de l'Outre-mer, Mme Brigitte Girardin, eh bien, elle est en train de réfléchir aux formes d'aide aux entreprises, etc. Et elle dit à périmètre constant, à budget constant, mais il la soupçonne de vouloir diminuer. Alors, proposer une augmentation de ce qu'on appelle la dépense fiscale, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. C'est-à-dire que quand l'État ne reçoit pas, accorde en gros, des baisses d'impôts, hein, c'est ça la défiscalisation, c'est-à-dire qu'on permet aux entreprises de payer moins d'impôts, de déduire de l'assiette fiscale ou de l'assiette de l'impôt le montant des investissements. Donc ça veut dire que l'État va recevoir moins d'argent. Bon. Augmenter la dépense fiscale, c'est-à-dire les moins-values de recettes pour l'État, au moment où il veut le diminuer. Bon. J'attends de voir les résultats de ces assises d'outre-mer qui vont être, je crois, si mes souvenirs sont exacts, en juin, qu'on va tirer les conclusions à Paris. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de déceptions parce que quand on regarde toutes ces propositions, ce ne sont pas les idées qui manquent. Ce document est extrêmement riche. C'est l'argent. Bon, alors, sans t'interrompre, oui. je me rappelle très bien des assises de 2009. Il y a eu autant, voire beaucoup plus de propositions et de participation. Parce que n'oubliez pas qu'il y avait ce bouillonnement les États généraux, les États généraux. Sarkozy appelait ça les États généraux. Oui, et c'était le même principe. Hein, donc la participation citoyenne, etc. Et il y a eu plus de 975 propositions, mais extrêmement bien documentées, répertoriées, etc. Avec quel résultat pour aujourd'hui? Donc ces assises-là, moi je demande à voir, hein, parce que il y a eu quelques alors sur tout ce qui a été fait. En plus, ce qui a été fait aujourd'hui, il y en a beaucoup, voilà, dont on va pas. Sur tous les BCBA, tout ça, on va pas revenir là-dessus, hein, mais bon, il faut quand dire même les choses. du pipi de chat, dirait l'autre. Oui. Non, mais tu sais, pour avoir réfléchi un petit peu à cette question auquel tu t'attaques depuis de très nombreuses années, les solutions que tu proposes sont des solutions, je dirais, utiles, qui peuvent permettre de soulager un peu la situation de nos collectivités. Mais le fond du problème, il ne faut quand même pas, comme dirait un ancien ami à moi qui était guadeloupéen, qui travaillait dans la direction de la concurrence et des prix, il me dit, mais il ne faut pas qu'on fasse ce que nous avons toujours l'habitude, nous Antillais, il parlait pour nous deux, donc Martinique, Guadeloupe, il ne faut pas manquer un éléphant dans un couloir. L'éléphant dans le couloir, c'est quoi? C'est l'amorce d'un nouveau type de développement qui donnera, parce que c'est ça le fond du problème. Les vraies ressources des communes, ce sont les habitants. Ce n'est pas attendre simplement des subsides de l'État. Donc, tant qu'on n'aura pas
introduit une nouvelle dynamique de développement qui permettra d'augmenter la richesse produite par nos pays et la richesse de nos habitants, et donc les revenus de nos collectivités. C'est ça le fond du problème. Alors, donc, il faut. Mais oui. Mais le alors, vrai problème, alors, c'est quand, d'abord pour le politique et statutaire. Mais c'est ça. Mais c'est un gros mot, c'est un gros mot. Bon, responsabilité locale. dans les propositions, les 270 propositions, il y en a une quinzaine qui viennent de la CTM et qui sont des propositions fiscales. C'est augmenter l'indépendance fiscale de nos collectivités. Alors, quelles sont les communes où ça va être le plus dur pour les habitants? Bon, alors, il y a quand même un truc qu'il faut en parler, alors, même si ça ne fait pas plaisir, c'est que la grande majorité et là, la responsabilité des maires est engagée, la grande majorité des villes déclarent des comptes qui sont faux. Tu vois, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est vrai, il y a des contraintes, etc., mais les comptes, nous on l'a vu, on voit des trucs qui sont complètement débiles et on se dit, bon, nous mec dit ça, et puis on est tombé sur, toujours pareil, la chambre régionale. Écoute ça, c'est terrible. De manière générale, la comptabilité des collectivités, quand le type te dit de manière générale, c'est qu'il n'ose pas te dire que c'est 80%, page 32, en haut à droite. De manière générale, la comptabilité des collectivités est affectée de graves insincérités. Écoute ça, c'est terrible. Parfois par manque de compétences, mais je n'ose pas y croire, mais aussi de manière volontaire pour surestimer les recettes et sous-estimer les dépenses dans des proportions qui peuvent être très élevées. Ok, donc Michel doit être sourire parce que ça doit lui rappeler quelque chose. Mais bien sûr. Mais ça, c'est pas 10%. Donc tu sais, comme ils sont politiquement corrects, ils disent de manière générale. Mais quand tu dis, quand des magistrats disent de manière générale, la comptabilité des collectivités est affectée de graves insincérités, tu te dis, mais on a un problème, quoi. Tu peux pas. Et puis qui dit, alors il y a de l'élégance, qui dit parfois par manque de compétences, mais il faut arrêter, les mecs ils font leur boulot, mais de manière volontaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des élus, la majorité des élus votent volontairement des comptes qui sont bidons. Ok? Tu sais que ça, c'est pénal. Ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on s'est habitué à vivre, y compris les maires les plus honnêtes, y compris les conseillers municipaux les plus honnêtes, à vivre dans du faux semblant, quoi. C'est-à-dire que le truc est institutionnalisé. Les conseillers municipaux disent, bon, on vote le budget, mais quand on rentre dans le détail, les comptes sont... Les conseillers municipaux... Toi, tu votes contre, de toute façon. Dans des communes, dans certaines communes, dans certaines collectivités, avant que l'opposition n'apparaisse, ne s'intéressaient pas aux documents qu'on leur proposait. Ouais. Il a fallu que l'opposition régulièrement s'attache à débattre cela, et des conseillers municipaux de la majorité viennent nous dire, grâce à vous maintenant, on comprend ce que c'est qu'un budget, et on comprend que derrière les chiffres, ce n'est pas simplement des débats techniques, parce que je me suis fait plusieurs fois harponner, vous parlez de chiffres, ça ne veut rien dire. Et derrière les chiffres, comme dit le net, il y a les questions, il y a des questions de service public, il y a l'humain. Donc derrière cela, quand tu majores volontairement des recettes, tu sais que l'octroi de mer ne va pas augmenter de... Tu mets une recette d'octroi de mer qui augmente de 10%, alors qu'on sait qu'elle n'a pas augmenté de 2%. Okay? Ouais. Par exemple, je parle des budgets primitifs. Ouais. Et puis tu mets des dépenses en diminution alors que tu ne vas pas. Parce que, c'est ça tous les jours. Hein. Bon, et comme dit Eddy, comme tu as des dettes à l'égard des entreprises dans tes marchés, régulièrement, dans les gros marchés, tu n'as plus
qu'une seule entreprise qui soit présente Ouais. et qui te dicte ses prix. Parce que le capitaliste qui t'offre ces services, il inclut dans son prix le délai de paiement. Les impayés, le délai de paiement que tu lui imposes. C'est ça qu'il faut qu'on dise. Donc c'est un cercle vicieux. Et ça augmente les dépenses de fonctionnement. Dernier petit Alors, truc dernier petit truc, parce qu'il faut qu'on passe à un autre sujet aussi. Illustré, celle-là c'est du top et tu vas adorer ça. Des produits de cession d'actifs, c'est-à-dire la ville a un immeuble. Oui, Cavanley. Il y aura 20 immeubles là. Aïe, aïe, aïe. Écoute bien, hein. Et l'argent, les produits de cession d'actifs restent indûment affectés à la couverture des dépenses de fonctionnement. Ils payent les salaires avec. C'est ça. Ça, pénal. La geôle. Sauf ici. Non, mais le tableau, il est quand même assez catastrophique. Hein. Là, je lis, en conséquence de ce qui précède, c'est-à-dire le fait d'augmenter la masse salariale toujours, Alors que malgré les organisations sont souvent peu performantes. Les organigrammes, fiches de poste, procédures d'encadrement, fiches de tâches étant absentes ou rudimentaires, ne permettent pas aux agents d'être convenablement mobilisés pour leur mission ni formés en vue d'objectifs précis. Alors que la qualité du service public et la maîtrise des coûts reprennent en premier lieu sur une bonne gestion. Ça, c'est la Chambre qu'on a les comptes. Oui, d'accord. Là, elle n'a pas toujours raison et elle ne prend pas beaucoup de paramètres en considération. Mais sur ça, il y a de vrais problèmes. elle a raison. Il y a de vrais problèmes. Tout à fait. Et ce genre. Mais ça, c'est un problème de société. Mais ben voilà. tu allais dire culturel. Non, mais voilà où j'allais. Non, ça, c'est un vrai problème de société. C'est un problème de société. Dire aux gens de faire le boulot pour lequel ils sont payés, personne ne se le fait. Mais on en est là aujourd'hui. On en est là aujourd'hui. Sauf Michel. Quand on ne prend pas en compte ce paramètre-là, on passe à côté de la vraie question. Et pour être pragmatique, les maires, ce qu'on vient de dire là, ils passent à leur élection. Les trucs, les difficiles des compensations. Les gens n'en ont rien à cirer. Ceux qui demandent au maire quand ils le voient, mon bouson fait on en est toujours là. Qui sont pas fait, bah moi, riche moi pour au chômage et devant moi mon palissade. Pas oublier là quand même une discussion à voter. Et ben c'est vraiment dans ça quoi, dans le clientélisme. Ouais. Il faut sortir de ça, parce que tant qu'on ne sera pas sorti de ça, ça va induire ça. Une fois qu'on a fait ce constat, ce sont des choses qui sont, comme dirais, culturelles, ce sont des phénomènes qui sont, comment dirais-je, qui sont circulaires et qui s'alimentent eux-mêmes. Ils sont récurrents. Qui sont récurrents. Mais comme tu dis, nous sommes arrivés à un moment donné à une conjonction de facteurs où on ne peut pas continuer. Parce que celui qui avait l'habitude quand il y avait un problème, une crise dans nos pays, d'ouvrir de prendre son chéquier, il ne veut pas, parce que la culture politique a changé, les danseuses de la France, la culture danseuse de la France est à Bercy et à Matignon et à l'Élysée. Il n'y a plus cette espèce de paternalisme à l'égard des pays d'outre-mer, et il ne peut pas, pour toutes sortes de raisons, il ne peut pas. Parce qu'il y a aussi, en France, des quantités de besoins qui sont insatisfaits. Il y a une pauvreté de masse, un chômage de masse, une misère de masse en France, et en plus, derrière, il y a l'Europe. Il y a l'Europe qui nous annonce que les budgets d'aide aux régions ultra-périphériques, ça va diminuer. Donc, les fameux fonds européens dont on nous parle là, bon, eh bien, après 2020, et alors tout cela fait que nous sommes placés devant nos propres responsabilités, en tant que Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais. Nous devons changer de modèle de développement économique et nous devons amarrer nos reins. Voilà. Alors, et quelles sont les villes où ça va être le plus dur? Parce que je voudrais quand même dire deux mots. Les villes où ça va être le plus dur. Ouais. Ouais, bon.
Parce qu'il y a... Tu veux que j'ai des potes Non. On fait comme Martinique. Non, parce qu'il y a un autre sujet très intéressant sur ça, c'est l'opinion, le baromètre politique martinique. Et ça, il nous faudra plus de 5 minutes pour en parler, quoi. Il y a des choses très intéressantes dans cette étude. On peut faire l'impasse. Si tu veux pas que j'ai des problèmes, on fait l'impasse. Vas-y. C'est important. Si vous avez des problèmes ce soir. Bon, il faut très rapidement, comme disait Nathalie, comme ils ont des problèmes pour payer, ils ont le choix entre augmenter les impôts et augmenter l'endettement. Ils n'ont pas fait le choix, ils ont fait les deux. Ils ont augmenté l'endettement et ils ont augmenté les impôts. Sauf que l'impôt, l'endettement, c'est un impôt différé. Oui, alors je vais citer quelques chiffres. Deux secondes. Les maires, de toute façon, ne peuvent pas t'en vouloir parce que les explications qu'on a données aussi... Tu plaisantes, je me suis fait lyncher en 2005 déjà. Les explications qu'on a données là ce soir permettent aux habitants de ces villes de comprendre que les maires n'ont pas d'autre solution peut-être que de faire ce dont tu vas parler. Oui, mais ils ont retenu aussi que la gestion n'est pas extraordinaire. Il y a deux facteurs. Il y a des facteurs qui sont dans ce lot de la société dont les maires ne sont pas responsables, individuellement. Ouais. Et puis, il y a des cas qui sont signalés par la Chambre régionale des comptes. Et qui va nous dire maintenant que nous puissions couvrir des cas de mauvaise gestion, de comportement irresponsable et de comportement électoraliste. Alors, Eddie, on y va. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, il y a 5 critères, qui sont définis et qui, mis bout à bout, l'un à côté de l'autre, si vous cumulez ces 5 critères, vous n'êtes pas bon, quoi, grosso modo. Et les villes où ça va mal, je vais vous les citer, comme ça je vais me faire des potes. La situation est désastreuse. Alors, qui est-ce qui va mal? En Martinique, je retarde le plus possible. Alors, grosso modo, on est sur les villes les plus endettées. Fort-de-France, Saint-Joseph, Prêcheur, Casse-Pilote. Ces villes-là, le niveau d'endettement est insupportable. Les villes les plus déficitaires, Lamentin, Diamant, Robert, Saint-Joseph. C'est quoi la différence entre endetté et déficitaire? Alors, endetté, c'est l'endettement que tu as auprès des banques, auprès d'autres organismes publics. C'est le poids de la dette, soit en nombre d'années, soit... Fort-de-France, par exemple, c'est 19 ans, je crois. Ils ont... Non, mais c'est donné en année. Fort-de-France, se désendetter. Est-ce qu'il y a une optique de désendettement? Je t'ai dit que Fort-de-France, c'est 150 ans. Bon, on passe. Fort-de-France, c'est 222 millions d'euros d'endettement, c'est-à-dire 51% de l'endettement de toutes les communes de Martinique. Une ville représente la moitié de l'endettement de tout. Alors que la population est de 80 000 habitants sur 385 000. Bon, Fort-de-France a fait des choix de recours à l'emprunt parce que pendant des années, mais bon, on va revenir sur le passé, pendant des années, ils ont été exclus de toute forme d'aide et de subvention dans l'État français. Pas depuis 2000, hein? Non, mais bon. Dans l'État français. Je te vois venir. Faut pas remonter à Papa Cécé. Non, mais oui. Faut pas remonter à Papa Cécé. Non, mais il y a. J'entends ça à chaque conseil municipal. Non, mais quand tu regardes le portefeuille de dette en 2000, il est déjà conséquent par rapport à une ville. Il était de 150 millions. Bon. 150 millions à l'époque, ça représentait 60% du total de l'endettement des villes. Tu as vu, ils sont passés de 60 à 51. C'était déjà énorme, de toute façon. Bon, mais la situation, c'est qu'il va falloir s'y mettre. Ensuite, déficitaire, c'est une situation catastrophique. C'est le résultat comptable. C'est comme une entreprise, quoi. Dépenses, recettes. Donc, quand tu fais le switch... Ils dépensent plus que ce qu'ils... Voilà, ils ont encaissé moins que ce qu'ils ont dépensé. Donc là, c'est le Lamentin. C'était pas leur habitude, mais là, poum, ils ont diminué leur budget déjà. Lamentin, Diamant, Robert, Saint-Joseph. Il y a un spécialiste, c'est Saint-Joseph. Hein. Donc, je vais me faire tuer. Les 10 charges de personnel les plus lourdes. Pourquoi spécialiste sur la durée? Non, sur le nombre de critères cumulés. Saint-Joseph est dans une situation difficile, catastrophique. 10 charges de personnel les plus lourdes, ça c'est le coût classique de la petite commune qui sert de soupape de sécurité. Alors, ça me fait de la peine, mais le numéro 1 de la liste, c'est Grand-Rivière. 76% de charges de personnel sur les charges de fonctionnement,
alors que la moyenne des petites villes comme ça, c'est 42%. Alors, tu imagines? Donc, Grand-Rivière, Font-Saint-Denis, Basse-Pointe et Shellshire. Alors là, l'ancien maire de Shellshire avait fait une politique considérable d'embauche, et puis le nouveau maire de Shellshire, il paye ça parce qu'il a trop de personnel, 70. Alors, l'ancien maire de Shellshire, c'était l'ancien député maire. L'ancien député maire, M. Almond, et qui avait fait des choix d'augmentation exceptionnels. Dans la foulée de notre maire qui avait fait pareil. Bon, et ça se retrouve, ça se paye. Et qui avait battu notre camarade Bertrand, notre camarade Beauvoir. Tu as vu, ça se paye des années après. En 2018, ça se paye des années après. 30 ans plus tard, tu as ça. Avant-dernier critère, celui-là, c'est le coefficient d'autofinancement, c'est-à-dire l'argent que tu as pour... L'épargne. L'argent que tu mets de côté pour financer. C'est-à-dire, est-ce qu'à la fin du mois, est-ce que par rapport à tes revenus, et par rapport à tes dépenses, tu as quelque chose qui te reste. Bon, c'est reparti. Voilà. Prêcheur, Fort-de-France, Saint-Joseph, Diamant. Les mêmes. Et puis les capacités de financement les moins importantes, Diamant, Prêcheur, Marin, Marigot. Voilà. Donc là, vous avez la liste des entreprises championnes de la difficulté. Mais je tiens à le dire, c'est pas parce qu'on les cite qu'elles sont les seules. Ici, toutes les communes de Martinique sont dans des situations difficiles. De toute façon, c'est pas compliqué, on met les tableaux. Donc vous avez, en Martinique, ça va de Ajoupa-Bouillon à Vauclin, et vous avez la possibilité de vérifier que les types, ils sont dans les critères ou pas, puisque les critères sont édités à la fin. Voilà. Donc, ce sur quoi on insiste, c'est qu'on a fait ça en 2005, on a fait ce travail. Donc c'est un travail lourd. Je dois avoir gardé le numéro. C'est lourd, c'est long, c'est compliqué, etc. Mais il faut le faire parce que quand on compare 2005, là on a comparé 2006 et 2016, la situation, M. Laroche m'avait dit, la situation est sous contrôle. Là, la situation a échappé à tout contrôle. Oui. Tout contrôle. Et la Cour des comptes le dit aussi. Dit, attention, et c'est là que vous avez raison, la Cour des comptes dit, bon, il y a les fondamentaux, etc., mais attention, il faut que l'État français mette la main au portefeuille. Il faut que l'État français fasse une espèce de plan Marshall, parce que sinon, parce que ça, c'est quoi? Derrière, c'est l'émeute sociale. Hein. C'est du social, c'est l'émeute. La Cour des comptes dit la chose suivante. Certes, il y a des maires qui n'ont pas. Mais aussi, il met au pilori le contrôle de la légalité. Exactement. Attention. Hein. Ouais. Il dit très clairement que l'État n'a pas fait son boulot. Il se trouve que depuis 20 ans, je ne vais pas prendre la défense des préfets, mais les meilleurs fonctionnaires des préfectures sont partis dans les collectivités. C'est-à-dire qu'on a non, mais c'est vrai. On a dépouillé les préfectures. Et les fonctionnaires affectés au contrôle de la légalité sont très peu nombreux. Ouais. Donc, alors, c'est quoi le contrôle de légalité? Le contrôle de légalité, c'est le fait pour le préfet de vérifier, par exemple, si les marchés publics sont passés dans les conditions correctes. C'est-à-dire que toute décision prise dans une collectivité doit être soumise à la préfecture qui doit dire si c'est correct ou pas. C'est les gens du MIM disent nous sommes dans une colonie. Mais c'est valable pour toute la France. Mais oui. Alors, les préfets ne jugent pas, comme disaient les juristes, en opportunité. Ils jugent en légalité. En légalité. C'est-à-dire la décentralisation avait donné aux exécutifs le pouvoir d'apprécier l'opportunité. Parce qu'avant, il y avait un contrôle a priori. C'est un contrôle a posteriori. Et ce qui est nouveau avec la loi Macron, que j'ai citée, c'est qu'on a rétabli un contrôle a priori. C'est-à-dire que, par exemple, la ville de Fort-de-France, là, devra signer un véritable contrat léonin qui va la garrotter avant le 30 juin 2018. Et pareil pour toutes les villes. Non, au-dessus de 60 000. Oui, toutes les villes de 60 000 habitants, mais attention, c'est un contrat. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Si tu ne signes pas, on te sert il y a baissé l'argent. Non, c'est un faux contrat. Ouais. Et mon excellent collègue conseil municipal, et néanmoins juriste, Maître Michaud a dit ce contrat léonin. C'est un contrat unilatéral en matière de droit. C'est-à-dire que tu as deux contractants qui ne sont pas à égalité. Il y en a un qui dicte, l'autre qui signe. D'accord. Eh bien, on a fait l'émission, cette première émission avec ce journal. Je crois qu'il y en a au moins une autre qu'il faudra faire, c'est
le sondage sur les politiques. On ne va pas en parler là parce qu'il y a trop de choses à dire. Donc on a plus le temps, on n'a même pas 5 minutes. Il faut quand même dire que ma voisine de gauche est rentrée dans le top 10 des personnalités les plus appréciées. Alors moi, ce que je conseille aux téléspectateurs, c'est de vous précipiter pour acheter ce journal et nous allons décortiquer encore la semaine prochaine, si Dieu veut, des informations là-dedans. Et vous aurez le journal chez vous pour pouvoir suivre. Ouais, et Eddie nous disait page 32, page 32. Oui, c'est vrai. Il a un petit un peu racoleur, mais bon, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui. C'est de bonne guerre, mais ça c'est important aussi. Ouais, les impôts, il y a un vrai souci. Ouais. Il y a un vrai souci d'égalité, de traitement devant l'impôt. Absolument. Et ici, et de recouvrement, et de gestion, et de répartition. Voilà, donc il ne s'agit pas non plus de vous rendre, de vous faire avoir mal à la tête ce soir, mais en tout cas, tes impôts vont exploser. Voilà. Dis ça à ton voisin. Michel, merci beaucoup. Non, parce que je ne crois pas qu'ils vont exploser, parce qu'à mon avis... Tu ne crois pas qu'ils vont exploser? Non, on ne lance pas le débat parce qu'on n'a plus le temps là. On ne peut pas relancer. On ne peut pas aller plus loin. Bon, très bien. Il y a des endroits où on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est ton mot de la fin. Merci beaucoup. Oui, mais ils sont cachés. C'est comme les graisses ou le sucre, c'est dans tous les impôts. Même si ça te paraît bon. Eddie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis merci pour cet excellent travail. Alors, un dernier petit truc, la FEDOM, F-E-D-O-M, vous allez sur le site FEDOM et vous téléchargez ce dont Michel parle, ça s'appelle le tableau de bord. Ah ouais. C'est excellent. Excellent. Très bien. Merci. C'est d'ailleurs là-dedans que j'ai pris les chiffres pour répondre à M. Ayotte. Merci beaucoup, Nathalie. Merci à vous, merci aux téléspectateurs de nous regarder. Et puis, félicitations pour ton entrée au top 10. Eh bien, merci. Voilà. J'ai vu qu'il y en a pas mal qui ont dégringolé. On va en parler bientôt. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et puis de rester sur Zouk Télévision. Bye bye. Je voulais te dire que beaucoup de gens m'ont dit qu'ils écoutent Zouk TV. Ah bon. Ben, merci beaucoup. Continuez à nous regarder, continuez à... Voilà. Salut à nos amis guadeloupéens et nous prenons l'engagement de donner plus d'exemples sur la Guadeloupe. C'est vrai. Et sur la Guyane. Et sur la Guyane. Très bien. Ce soir, on a tapé sur les Guyanais quand même. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, chez vous de nous avoir suivis. Merci à ceux qui se sont occupés de nous. Dans le nodal, Yannick, François et Hervé. Bye bye. Ah, c'est bien.